Bonjour à tous. Bruni Thierry, délégué syndical SAM Technologies, groupe Arche, 450 salariés, fonderie sous pression à Decazeville, dans l'Aveyron. Donc après 18 mois de lutte contre l'acharnement de notre direction à vouloir imposer un plan de compétitivité, allongement du temps de travail à salaire égal, recul des acquis sociaux, c'est la pression permanente, mise en concurrence, chantage et provocation, le non-respect de l'ouverture des NAO dans le délai, la remise en cause de la convention de détachement de notre secrétaire d'union départementale et salarié de SAM. Pour cela, réunis en assemblée générale par le syndicat CGT, mardi 20 mai à 11 h, les salariés de SAM ont voté la grève illimitée et le blocage de l'usine. Après 4 jours de blocage total, 90% des salariés grévistes, 2 jours d'après négociation en présence d'un médiateur nommé par le ministère du redressement productif, nous avons obtenu l'abandon du plan de compétitivité au profit d'un plan industriel qui va comporter les investissements, une meilleure organisation et structuration du travail, l'engagement au maintien des emplois pour une période de 3 ans minimum, l'engagement à ne pas délocaliser des pièces réalisées chez SAM et la garantie de nouveaux produits dans les 3 ans à venir avec des marchés Bosch et Daimler. Il a également été obtenu l'organisation par le médiateur d'une réunion au ministère en présence des donneurs d'ordre. Pour nous, c'est Renault, RSA. En termes d'augmentation, une augmentation générale de 1,5%, une participation à la mutuelle, une participation à la mutex, une augmentation de la prime de transport. De renégocier un accord d'intéressement dans la semaine 23. L'annulation des assignations au tribunal pour blocage illégal. Le dernier jour de grève payé. Les autres pourront être récupérés sur la base du volontariat. Et le dernier point, la convention de détachement de notre secrétaire d'union départementale et salarié de SAM est renouvelée. Voilà, chers camarades, ce qu'a été la détermination et la mobilisation des salariés de SAM. Mais ce qui a été obtenu également, ça a été obtenu avec le soutien et l'implication de tous les syndicats. Je dirais de notre belle maison CGT. Donc avec l'implication des syndicats, des syndiqués, l'union locale, l'union départementale, la CGT Mécanique Vallée, la CGT Renault, le comité régional et bien sûr notre fédération. Ce combat, nous avons pu le mener et le gagner avec toute la structure CGT, sans quoi nous ne serons pas arrivés. Merci encore, à mon nom et celui-là du syndicat CGT SAM, celui des salariés, pour votre soutien et votre implication. Vive les luttes, vive la CGT et vive le Congrès. Voilà, merci. Juste à préciser, concernant le plan de compétitivité, comme j'ai pu le dire en préambule, effectivement, c'était un acharnement de la direction. Ça a été très très dur. Il a fallu tenir bon. On y est arrivé. Voilà, merci. Merci, camarade. Donc, après cette intervention dynamique, on va donc donner la parole à Stéphane, qui est au micro numéro 2.
Et on ne va pas donner les numéros de micro, les copains descendront, ils vont se mettre aux micros qui seront libres. Et donc se prépare Yann Amadoro de Asco Metal. Pas facile le micro. Je souhaite intervenir devant vous pour revenir sur l'actualité de notre usine en 2013 qui a beaucoup fait parler dans les médias et a fait même débat au sein même de la CGT. Par cette intervention, le syndicat CGT Bosch-Rodez tient à informer les camarades sur cette période. En février 2013, notre direction convoque les délégués syndicaux et annonce la couleur, c'est-à-dire chantage à l'emploi contre des volumes à fabriquer en France. Un accord doit être trouvé avant fin février, sinon c'est le site qui est en danger. Notre directeur sort alors ses armes, la peur qu'il essaiera d'insuffler aux salariés, quitte à les monter les uns contre les autres, et quelques managers qui essaieront de faire croire aux salariés qu'il faut abandonner leurs droits contre un pseudo-projet industriel. Les valeurs Bosch que notre direction affiche sur tout le mur de l'usine ne servent vraiment que de papier peint. L'histoire a montré que c'est une méthode qui pouvait marcher, car la peur gêne la réflexion et il va en profiter. Le patron annonce la suppression de 9 jours RTT, les vendredis après-midi de modulation seront travaillés, gel des salaires pour plusieurs années, prime d'intéressement divisée par 2, et les camarades qui travaillent le week-end devront être payés moins. Une première intersyndicale composée par la CFDT, la CGC et Sud se monte contre la CGT, qui appelle déjà à la grève. Après 2 actions menées par notre syndicat, le syndicat Sud rejoint la position de la CGT, qui a mobilisé pour un vrai projet industriel avant même d'attaquer le volet social. Grâce à la mobilisation de plus de 90% des salariés lors du blocage de l'usine les 14 et 15 février, nous avons montré à la direction et à ses relais qui pensaient nous voler nos droits que leur manœuvre n'avait pas marché. Les vraies négociations allaient pouvoir commencer. Un protocole de fin de conflit est rédigé qui cette fois présente un projet industriel plus réfléchi et du travail jusqu'en 2018. À Rodez, après le volet industriel, le volet social est ouvert. Au fur et à mesure des réunions de négociation, les vrais chiffres sont enfin dévoilés. Et finalement, les salariés se rendent compte de l'intoxication de la direction. Au bout de 2 jours de négociation, nous arrivons à obtenir plus aucun jour à travailler sans rémunération, création d'un compteur. Pas de gel de salaire, mais une augmentation salariale pour 2014 fixée à 0,6%. Et même 35 embauches à la clé. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la direction a bien essayé et cela serait passé comme une lettre à la poste si la CGT ne s'était pas interposée. À la CGT, Bosch-Rodez, nous disons aux salariés que nos droits ont une valeur. La valeur du combat des salariés qui se sont battus à leur époque pour que nous ayons tous ces droits. N'oublions jamais l'histoire et continuons à exiger de nouveaux droits. Aujourd'hui, l'usine est à pleine charge et la CGT persiste à demander l'arrivée de nouvelles productions et d'autres fabrications sur le site. Pour ces nouveaux projets, la CGT se bat au quotidien. Nos revendications sont toujours les mêmes, emploi, salaire, retraite. Quant au NAO de fin d'année, la CGT, avec l'appui de ses militants, a déjà prévenu la direction. L'austérité ne passera pas. Merci. Merci, camarade. Donc, nous allons avoir Yann et se prépare Alain Bélayer de la section retraitée de Renault Le Mans. Non, bah, je monte un peu plus haut. Voilà. Mes camarades, je suis devant vous pour vous parler d'Asco Metal, ou le fleuron de la sidérurgie française, comme les politiques et la presse nous surnomment. Notre entreprise a beaucoup fait parler d'elle dans la presse ces dernières semaines. Notre groupe sidérurgique compte 6 usines en France et emploie 1900 salariés. Asco Metal produit des aciers spéciaux dans les produits longs. Notre groupe était depuis 3 ans détenu par le fonds de pension américain Apollo. Ces financiers et leur logique purement financière ont plombé l'entreprise d'une dette de 360 millions qui nous a conduit le 7 mars dernier jusqu'au redressement judiciaire. À partir de ce moment, les candidats à la reprise ont été nombreux, parmi lesquels se trouvaient aussi quelques vautours. Très peu d'entre eux sont venus avec un projet de reprise socialement et industriellement acceptable. La CGT, majoritaire à plus de 50% dans le groupe, a œuvré avec le soutien des salariés pendant près de 2 mois à l'amélioration des offres de reprise.
Nous avons également écarté les offres émanant de fonds spéculatifs. Le match final s'est donc joué le mercredi 14 mai au tribunal de commerce de Nanterre entre un projet français qui reconduisait tous les sites ainsi que 97% des emplois. L'autre projet venait du géant industriel brésilien qui condamnait 2 usines et supprimait plus de 300 emplois directs, environ 180 emplois de sous-traitance et très certainement autant chez nos camarades espagnols. Pourtant, à la sortie du tribunal, les différents acteurs de la procédure, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, juges commissaires, procureurs de la République et avocats des AGS ont tous donné un avis favorable à l'offre brésilienne, qu'ils considéraient comme plus solide. Dès le lendemain, la CGT et les salariés, bien décidés à défendre leur emploi, se sont mobilisés pour se faire entendre. Les élus politiques locaux ont été sollicités pour soutenir notre cause. Les sites de Fos-sur-Mer et du Sheila ont été bloqués par la CGT et les salariés, venus par centaines pour défendre leur usine et leur emploi. Dans tous les sites d'Ascométal, la CGT appelait à la grève pour la préservation de nos emplois et contre le démantèlement d'Ascométal. Devant l'importance de la mobilisation et de fortes pressions politiques, le tribunal de commerce n'a eu d'autre choix que d'ordonner la reprise d'Ascométal au projet français de Franck Supplisson. C'est une grande victoire pour tous les salariés d'Ascométal qui se sont battus pour sauver leur emploi et leur usine. Leur action a permis de sauver le site de Fos-sur-Mer, le site du Sheila et avec eux près de 500 emplois. Cette lutte est la démonstration que la mobilisation et la détermination des salariés sont un élément déterminant à tout combat victorieux. Nous souhaitons également remercier tous ceux qui, par leur aide et leur soutien, ont contribué à cette issue favorable. Merci à la FTM-CGT et en particulier à Philippe Martinez qui nous a accompagnés tout au long de ces épreuves difficiles. À un moment où l'avenir de l'industrie de notre pays fait l'objet de nombreux débats et interrogations, nous espérons que l'exemple d'Ascométal trace le chemin à suivre face à ceux dont le seul objectif est le niveau des dividendes versés aux actionnaires en fin d'année. Vive la CGT et vive le 40e congrès. Donc, je vais passer la parole à Alain. Il se prépare Patrick Donigeau de SMH. À toi, Alain. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Alain Bélayer de la section des retraités Le Mans. Permettez-moi tout d'abord, de la part de l'ensemble des retraités de la métallurgie de la Sarthe, de vous souhaiter la bienvenue et un bon séjour au Mans. Nous avons travaillé tous ensemble pour faire en sorte que vous ayez le moins de soucis possible et que vous puissiez utiliser le maximum de votre temps à enrichir les débats pour ce congrès. Cette journée de mardi est marquée par un rassemblement et une manifestation des retraités à Paris. Excédés d'être présentés comme des nantis et des privilégiés, les retraités ont décidé d'amplifier leur action et de monter sur Paris. Cette action s'inscrit dans la continuité des 120 000 cartes de vœux envoyées en avril dernier au président de la République pour dire stop à la baisse du pouvoir d'achat et exiger une revalorisation conséquente des retraites. C'est en effet vital pour l'ensemble des retraités car depuis 1993, les réformes successives ne permettent plus aux retraités de vivre dignement leur retraite. Quelques chiffres. Aujourd'hui, 17% des retraités vivent en dessous du seuil de pauvreté. Plus de 10% d'entre eux ont recours à des associations caritatives pour se nourrir. 14% renoncent aux soins faute de moyens financiers. Dans ce contexte, les femmes sont plus particulièrement touchées avec une pension mensuelle inférieure en moyenne de 40% à celle des hommes. Cette situation ne peut perdurer. La CGT et son UFR de la métallurgie ont fait des propositions qu'il nous faut diffuser le plus largement possible, car l'argent existe pour financer les retraites. Rappelons qu'en 30 ans, le total des dividendes versés aux actionnaires a été multiplié par 20 et que même si le Premier ministre Manuel Valls, pour le citer, a annoncé des mesurettes pour tenter de calmer la colère qui gronde chez les retraités, il persiste à imposer sa politique d'austérité. Pire,
après le séisme des élections européennes fin mai et la poussée du vote populiste, il entend accélérer ses réformes et notamment la mise en place du pacte de responsabilité et ses 50 milliards d'euros d'économies. Alors les retraités disent « stop », s'insurgent et se mobilisent. Trop, c'est trop. Il faut en finir avec le racket du patronat et du gouvernement. C'est pourquoi en Sarthe, ce matin, 3/4 de retraités sont partis pour Paris, dont 1/4 de retraités de la métallurgie sartoise. Merci. Un TGV est également parti de Nantes vers Paris. C'est bien, nul doute que cette manifestation sera un succès. Mais question, les retraités doivent-ils rester seuls dans l'action? N'y a-t-il pas communauté d'intérêts entre ce que défendent les retraités aujourd'hui et ce que vous, salariés actifs, défendez tous les jours? Pour répondre à cette question, je reprendrai les propos de mon camarade Norbert Boulanger, membre du secrétariat de l'UFR, qui écrivait dans une publication récente « L'élévation des salaires et de l'emploi est déterminante pour le niveau et le montant des retraites versées. Les retraités ont donc à exercer une grande solidarité vers les salariés pour la défense de leur niveau salarial et d'emploi en participant autant qu'ils le peuvent à leur lutte. Pour autant, lorsque les retraités luttent pour la défense de leur pouvoir d'achat, pour la protection sociale, pour les droits sur la perte d'autonomie, ceci constitue aussi la défense des droits et moyens des futurs retraités que sont les actifs d'aujourd'hui. Alors, camarades, les batailles sur les salaires et les retraites ne s'opposent pas, elles s'épaulent. Et c'est bien ensemble qu'il nous faut lutter pour gagner plus de justice sociale. Merci. Merci Alain. Donc nous allons donner la parole à Patrick et se prépare Jean Camonin de la SNECMA Corbeil. Bonjour camarades. Notre colère devient de plus en plus forte, nous, ex-salariés des SMH. La justice a préféré donner raison une seconde fois à des patrons véreux, laissant 3 délégués syndicaux dans une précarité encore plus importante. Étant restés sans salaire depuis 6 mois, nous étions devenus malgré nous des salariés sans droit, des naufragés syndicaux. La justice, suite à ces décisions, porte une lourde responsabilité, tant au niveau social, qui n'a pas l'air d'inquiéter d'ailleurs, qu'au niveau syndical. Nos actions vont être appelées à se renforcer. Un rappel des faits est nécessaire, camarades, pour que tout le monde puisse comprendre notre colère. SMH, sous-traitant de la navale de Saint-Nazaire, dépose le bilan le 4 septembre 2013, laissant sur le carreau 21 salariés. Triste fin pour cette société implantée depuis 13 ans au chantier. Cette liquidation a été organisée et bien orchestrée par les frères Dalton, unis par le lien de la magouille financière, c'est-à-dire le gérant et ses actionnaires faisant partie de la même famille, les 3 frères Bataire. Je tiens à préciser que Bataire, c'est leur nom de famille, camarades. Ils ne les ont pas choisis, mais ils les portent bien. Possédant plusieurs sociétés dans le bassin nazérien. Employant environ 150 salariés, se servant d'un marché pris à perte et de créer des difficultés financières à l'entreprise et d'arriver à leur fin, la liquidation immédiate. Se débarrassant ainsi de la section CGT, bien implantée dans la société, devenue trop gênante, parce qu'à plusieurs reprises, nous avions fait échouer plusieurs projets de licenciement. La liquidation effectuée, la procédure de licenciement des salariés protégés se met en place. Après enquête de l'inspecteur du travail, celle-ci rejette dans la demande de licenciement des délégués du personnel. Le 8 octobre 2013, suite à cette décision, s'enchaîne une procédure judiciaire, audience sur audience. Nous, salariés protégés, réclamions la réintégration dans le groupe Sofreba, dont SMH faisait partie, et le paiement des salaires non versés. Nous, délégués, aurions pu accepter nos licenciements afin de toucher les indemnités légales, mais nous avons choisi la lutte, le combat syndical, pour que ce patron voyou ne se sorte pas gagnant. Comment peut-on accepter une décision de justice en faveur de ces 3 frères bâtards qui n'ont jamais senti la sueur comme nous, camarades salariés, mais plutôt l'odeur de l'argent?
Moi-même, ayant subi des violences physiques en février 2013 pendant les conflits sociaux opposant salariés et direction, convoqué dans le bureau de la direction, pris à la gorge et plaqué contre le mur, le bâtard me disant « Jean Lémerde, ta gueule, toi et ta CGT », allant même jusqu'à me proposer 2 ans de salaire pour que je foute le camp de l'entreprise. Cette fâtrie bâtard n'a aucun scrupule. Mais nous ne nous trompons pas de filou, camarades. Les acteurs qui ont le premier rôle sont les mêmes, mais dans un autre costume, celui de patron, assoiffé de profit, assoiffé de richesse, épuisant, usant jusqu'à la moelle les salariés. Et quand on veut se débarrasser de ses compagnons, soi-disant compétitifs, on fait appel aux copains du tribunal de commerce pour fermer boutique et à d'autres copains de la CI pour remonter notre boîte 5 mois plus tard pour remplacer la première comme SMH. Voilà pourquoi notre colère monte, camarades. La lutte des ex-salariés des SMH, le combat syndical durera jusqu'à nous obtenions nos droits. Nous nous battons avec l'union locale CGT de Saint-Nazaire pour qu'un élu du personnel ne se retrouve pas sans salaire ni droit en cas de liquidation de l'entreprise. La loi doit changer pour réellement garantir les pleins droits des salariés dits protégés. Nous appelons toutes les structures de la CGT, du département et au-delà à prendre une initiative pour que le rapport de force pousse les responsables politiques et patronaux à prendre les décisions qui s'imposent. Ce dossier SMH devient hautement politique à travers le cas SMH. C'est toute la CGT qui est attaquée. Sachez enfin, camarades, que dans la famille CGT, nous aussi nous avons nos proverbes, dont un qui dit « S'en prendre à un militant CGT, c'est s'en prendre à toute la CGT ». Merci. Merci Patrick. Donc nous allons reprendre les débats avec Jean et se prépare Didier Testu des Métaux d'Angers. Bonjour, je suis délégué direct de la SNECMA Corbeil, une usine qui fabrique des pièces de réacteurs d'avion. Et je voulais intervenir ce matin pour parler d'un des paragraphes que je trouve très important et qu'on ne développe pas assez, et c'est à mon avis très dommage, du document préparatoire. Je parle des lignes 60 et suivantes, intitulées « Réduire le temps de travail pour mieux le répartir ». Il y a beaucoup d'arguments là-dedans qui sont, à mon avis, absolument importants. Et par exemple, à titre d'exemple, le discours de hier après-midi de notre secrétaire n'a fait mention qu'une fois et sans aucun commentaire et explication du mot de réduction du temps de travail. C'est pourtant vital d'avoir en tête une chose, l'essentiel de notre combat, c'est de faire monter le rapport de force, que notre classe sociale soit plus forte. Et on sait bien que la première limite, c'est le chômage. Le poids du chômage est énorme, évidemment sur ceux qui le subissent parce qu'ils n'ont pas de boulot, mais aussi sur ceux qui sont au travail parce que ça fait les bas salaires, ça fait la dégradation des conditions de travail. On a tous ça en tête, je ne développe pas. Donc il faut absolument rendre concret, palpable, réaliste l'idée qu'on peut supprimer le chômage. Et contre ça, dès qu'ils ont réfléchi un peu, eh bien évidemment que ça veut dire répartir le travail qui existe. Parce que c'est catastrophique que trop de gens pensent que le chômage, c'est parce qu'il n'y a pas assez de travail. C'est une bêtise, évidemment. À nous tous, on le dit, on le répète, on fabrique bien assez de richesses pour tous vivre dignement. Ceux qui ont un salaire aujourd'hui parce qu'ils sont au boulot et ceux qui sont au chômage. Donc il faut rendre ça concret. Il n'y a pas de chômage parce qu'il n'y a pas de travail, c'est à cause de l'organisation et de la mauvaise répartition du travail. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'expliquer, là où il y a du boulot de trop, où il faut des embauches, c'est réclamé pour faire baisser les rythmes de travail, et même là où le rythme de travail est considéré comme raisonnable, bien sûr qu'il faut embaucher en réduisant le temps de travail pour diminuer les chômeurs. Parler du travail disponible sans parler de l'organisation du travail, c'est une bêtise. Si on rétablit demain, comme normal, la journée de travail de 12 heures et le travail des enfants à 14 ans, vous verrez qu'il y aura encore plus de chômage. Donc ce n'est pas parce qu'il manque de travail, c'est parce qu'il est mal réparti. Donc ça doit être une chose
absolument mise en avant parce que le chômage, c'est la plaie principale qu'on subit, c'est ce qui nous empêche beaucoup d'exercer notre force collective, d'aider des copains à réagir, à ne pas se laisser faire et à avoir des actions. Cette idée de répartir le travail entre tous les bras et les têtes disponibles, capables et qui ont besoin de travailler, elle aurait aussi un immense avantage, c'est qu'elle unifie tout le monde. Parce que ça, c'est qui est compréhensible par les fonctionnaires à qui on dit « Eh ben non, tu fais le boulot de celui qui est parti en vacances », par les gens des petites boîtes à qui on demande toujours plus de travail, et par les gens des boîtes comme les nôtres, où il y a tellement d'argent, où c'est une évidence qu'on peut travailler. Les bénéfices du groupe Safran où je travaille nous permettraient d'embaucher 50% de personnel en plus, et on vivrait tout à fait bien, et les actionnaires mourraient pas. Donc il faut rendre concret cette idée et que ça devienne une revendication importante et mise en avant par tous dans le syndicat. Bon, c'est pas le chemin que ça prend malheureusement et je pense qu'il faut absolument que chacun réfléchisse et sache ressortir dans l'argumentaire que j'ai cité. Il y a beaucoup de choses intéressantes. En particulier, moi qui travaille en machine-outil, au dépannage machine-outil, c'était une évidence pour tout le monde. Il faut savoir expliquer ces arguments simples, que nos machines et nos moyens de production fabriquent beaucoup plus de richesses. Une heure de travail permet de faire vivre beaucoup plus de gens. En 25 ans, une opération qui était faite en une journée, elle est faite en 6 heures maintenant. Donc, on fabrique la richesse, on est bien assez riche, il faut que tout le monde travaille et il faut imposer les embauches systématiquement là où il y en a trop de travail, parce qu'on est débordé, parce qu'on est là où partout, il faut que le chômage soit l'ennemi principal dans notre syndicat. Jean, il faut conclure. J'espère que cette revendication va prendre le dessus. Donc Didier va intervenir et se prépare Nicolas Coard de Becton Dickinson. Bien, bonjour à tous et toutes. Comme nous le constatons tous, nos acquis sont remis en cause. Les salaires et les pensions bloquées, le nombre de chômeurs va croissant, les conditions de travail sont de plus en plus précaires et politiquement, nous avons une extrême droite qui non seulement prospère, mais se développe autour de nous dans des cercles, disons, de plus en plus rapprochés. La responsabilité de ce gouvernement dit de gauche est patente. Ceci dit, nous serions hypocrites si nous nous disions surpris, puisqu'à chaque fois qu'un gouvernement de ce type, aux compositions diverses et variées, a accédé au pouvoir gouvernemental, il a exécuté globalement la politique exigée par la grande bourgeoisie. Mais aujourd'hui, en 2014, la bourgeoisie lui demande encore plus. Car sur fond de crise, elle exige que nous soyons poussés vers la pauvreté à la seule fin de préserver ses profits. Pour faire court, nous n'avons non seulement rien à attendre de ce gouvernement, mais il se peut même que le pire soit à venir. Pire que les salaires bloqués dans la fonction publique, pire que la retraite à 62 ans, pire que les pensions des retraités bloqués jusqu'en 2015, et pourquoi pas. Le choix d'un Valls n'est pas un hasard, c'est un message clair. Cette bourgeoisie ne veut pas voir ses profits à la baisse, et pour appliquer sa politique, il lui faut un personnel politique qui la serve, et conjoncturellement, elle l'a trouvé. Dans ce contexte pas facile, il va falloir nous défendre et avoir un langage audible par nos camarades de travail. Un langage simple, de militants révoltés par la situation, de militants qui veulent changer la donne. Si aujourd'hui le FN sert de réceptacle de tous les mécontentements auprès de collègues de travail ou de chômeurs dans les quartiers populaires, il y a plusieurs raisons. Entre autres, la gauche gouvernementale qui, comme je l'ai dit, a une responsabilité évidente. Mais c'est aussi parce que nous ne faisons pas suffisamment entendre et que nous ne faisons, hélas, pas le poids. Que ce soit dans les déclarations publiques ou dans les formes d'action au niveau national, je suis au regret de constater, avec les camarades de mon syndicat et les membres de la commission exécutive de l'UL d'Angers dans laquelle je milite, que nous ne donnons pas l'impression tout le temps de vouloir gagner. Pour la plupart des camarades du syndicat, organiser des journées d'action déconnectées les unes des autres, comme cela a été évoqué,
voire secteur par secteur, puis profession par profession, à une efficacité très réduite, voire contre-productive. Le 15 mai, les fonctionnaires, le 22, les cheminots, et aujourd'hui, 3 juin, les retraités. Cette division est un peu triste. Qu'est-ce qui différencie les retraités qui s'opposent aujourd'hui au gouvernement sur la question du gel des pensions des fonctionnaires qui, il y a 15 jours, manifestaient pour le dégel du point d'indice alors que Valls a décidé le blocage de ceux-ci jusqu'en 2017. Philippe Martinez nous a expliqué hier que cela faisait débat aujourd'hui dans la Confédération. Bien, mais il ne faudrait pas que ce débat dure très longtemps, car ce saucissonnage contribue plus à démobiliser qu'autre chose. Les conséquences d'une telle politique, c'est la démoralisation. La situation est déjà assez dure, sans que nous soyons en train de nous créer des difficultés supplémentaires. Attendons-nous que seuls les camarades les plus liés à la CGT débrayent dans nos usines quand ce ne sont pas presque uniquement les délégués. Autre chose, pensez-vous qu'il soit indispensable de participer à toutes les conférences sociales et autres rencontres de ce type que nous propose le gouvernement pour nous occuper? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et surtout, qu'est-ce qu'y gagnent les travailleurs? Pas grand-chose, surtout avec ce gouvernement qui ne lâche rien. Mais par contre, l'on voit dans les médias, à la télé, des ministres discrédités aux yeux du monde du travail, ou du moins auprès d'une fraction de celui-ci, parader avec un aéropage de représentants patronaux et de représentants des syndicats dans, hélas, la CGT. Si le gouvernement nous propose ce genre de rencontre, c'est parce que cela le sert. Nous n'avons rien à y gagner. Pour redonner confiance à ceux qui, autour de nous, se sont éloignés en votant FN, il nous faut renouer avec un langage et une attitude sans ambiguïté. Nous nous devons d'expliquer que nos revendications, pour être satisfaites, qu'elles portent sur le partage du travail, comme l'a exprimé le camarade précédent, l'arrêt des licenciements, une revalorisation du SMIG à 1 700 € et l'échelle mobile nécessiteront la mobilisation de tous. Nous devons réaffirmer qu'il n'y a pas d'autre solution que celle que nous clamons dans les manifestations. Ce n'est pas à l'Élysée, ce n'est pas à Matignon, ce n'est pas dans les salons que nous obtiendrons satisfaction, mais c'est par la lutte et par l'action. Merci. Merci Didier. Nous allons passer la parole à Nicolas et se prépare Noël Couissi de la réparation navale. Nicolas Coire de Becton Dickinson dans l'Isère. Concernant les suites à donner lors des différentes journées d'action et de mobilisation, je pense que nous devons changer notre mode de fonctionnement. Car le fait d'attendre, après chacune de ces journées, la décision de la Confédé sur la suite repose sur une délégation de pouvoir dont nous devons sortir. En effet, la Confédé ne peut pas nous demander d'appliquer la démocratie par le biais des consultations de salariés dans nos boîtes, lors des négos par exemple, et ne pas se l'appliquer à elle-même. Après une journée d'action, elle doit demander aux syndicats de se réunir en AG avec les syndiqués pour débattre sur les suites à donner. Surtout qu'avec les moyens de communication que nous avons maintenant, il est possible de faire remonter rapidement le résultat de ces AG. Pour ou contre continuer la lutte? Sous quelle forme? Dans combien de temps? La Confédé appliquera ce qui en sera ressorti majoritairement et communiquera les résultats. Tout ceci afin de construire une réelle démocratie participative dans la CGT et que ça soit bien la base qui décide. J'apprécie le fait que cette question a été soulevée par la Fédération de la métallurgie, comme on a pu l'entendre hier dans le rapport d'ouverture. Maintenant, il faudrait que ça soit appliqué à toute la CGT, à toute la Confédération. En tout cas, ce mode de fonctionnement marche partout où il est appliqué dans les boîtes. Donc pourquoi ne marcherait-il pas à plus grande échelle? Après, j'avais un deuxième point à soulever, c'est concernant les nationalisations. Il faudrait qu'à la Confédération, on ait un grand débat, enfin dans toute la CGT, on ait un grand débat sur pour ou contre les nationalisations et quel type de nationalisation. Pour ne pas répéter celles qui avaient été appliquées dans les années 80 et que la nationalisation permette aux salariés de prendre possession de leur entreprise, en fait, que ce soit une nationalisation qui mette sous contrôle démocratique des salariés les choix de gestion des entreprises et que ce type de gestion soit, en fait, la nationalisation permettrait juste d'apporter des fonds publics dans les entreprises et que ce soit bien le salarié qui soit décideur dans l'entreprise. Merci.
Merci Nicolas. Donc nous allons passer la parole à Noël et se prépare Patrick Lebigot des chantiers de l'Atlantique retraité. Bonjour camarades, merci de l'accueil du Mans avec tout le travail qui est fait. Moi c'est mon premier congrès et franchement je suis content d'être ici et fier d'être à la CGT. Je voudrais faire un retour en arrière où je crois que lors du dernier congrès, Paco a certainement remercié l'ensemble des gens qui étaient au congrès avec l'Interpro par rapport à leur soutien et la solidarité qui avait été apportée à notre conflit et à notre lutte et qui a fait qu'on a pu gagner et retrouver le chemin du travail et l'emploi. Donc, pour faire revenir un peu sur l'historique, en 2009, février 2009, gros groupe Boluda espagnol décide, par rapport à une grève, de se servir de la grève pour liquider l'entreprise et pour nous mettre à la rue. Avec le gouvernement en place, bien sûr, c'était très compliqué. Sarkozy et la CGT, ça n'allait pas ensemble. Donc, on a passé vraiment un moment de galère, puisque c'était vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Mais la lutte des salariés a été acharnée et a fait que, quelque part, on a pu retrouver nos emplois au bout de 503 jours d'occupation d'entreprise. Donc ça, après, c'est vers juillet-octobre 2010, où là, on retrouve l'activité avec les 45 lutteurs qui restaient sur le site et qui ont fait en sorte de protéger, de s'accaparer de leur outillage pour que justement l'activité de réparation navale marseillaise puisse repartir sur le port de Marseille et qui plus est se développe et perdure, puisqu'on ne pouvait pas imaginer qu'un port tel que Marseille ne puisse pas avoir de réparation navale. Donc c'est clair que la reprise a été très très compliquée. Vous pouvez imaginer qu'après une liquidation, les conditions sociales ont été terribles de reprise. Donc il a fallu se remettre au travail avec les 45 de lutteurs et ceux qui sont arrivés ensuite. Et donc du coup, on a continué à travailler pour essayer de retrouver les conditions sociales qui étaient les nôtres. Et aujourd'hui, on peut dire que même si on n'a pas tout retrouvé, mais on en a retrouvé pas mal, et puis d'autres qui améliorent notre quotidien. Bien évidemment, on arrive aux 3 ans d'activité, et vu que la problématique de la réparation navale marseillaise, qui passait par des péripéties difficiles tous les 3 ans, on est allé voir la direction pour savoir qu'est-ce qui risquait de se passer à la fin des 3 ans, puisqu'on avait l'habitude de se retrouver dans une situation compliquée. Et bien là, non. On est parti sur des festivités, et qui plus est, on arrive au mois de juillet 2014 aux 4 ans, avec des perspectives, puisque là où quelqu'un de chez nous parlait de la forme 10, que nous, on n'avait jamais vu fonctionner, aujourd'hui, et qu'on a revendiqué tout au long de notre conflit, aujourd'hui, la forme 10 va revoir le jour pour octobre 2015, mars 2015 plutôt. Donc pour nous, bien sûr, c'est des perspectives d'avenir et qui plus est un développement de notre activité et d'une industrie qui voulait faire disparaître à Marseille. Voilà. Au niveau je voulais vous parler du connectif naval qui a été mis en place par la fédération, qui est un apport énorme par rapport aux discussions qu'on a entre les uns et les autres, et qui fait qu'aujourd'hui,
on n'est plus seul, renfermé sur nous-mêmes et on peut lutter d'une meilleure façon. Je voudrais dire aussi... Noël, va falloir conclure, hein. Oui. Pas loin. Ben alors, s'il faut conclure, alors, vive la lutte, vive la CGT et vive le 40e congrès. Nous allons passer la parole à Patrick et se prépare Elisabeth Matisse de Sautrales Packaging. Bonjour à tous. Patrick Le Bigot, retraité des chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire. Plus précisément, plus en activité professionnelle, mais pas encore en retraite. La retraite, ça se prépare. Ce serait une nouvelle vie, nous dit-on. C'est vrai quand on passe d'une vie de subordonné à une vie où l'on doit se prendre en charge et s'organiser. Mais n'y a-t-il pas une continuité, un fil conducteur entre ces deux vies? Passer d'actif à retraité, c'est un choc. On passe de l'aîné des actifs au cadet des retraités. Les revendications des salariés que l'on avait sur le lieu de travail, on les portait devant notre hiérarchie, devant nos patrons. Mais du jour au lendemain, plus de patrons. Mais des revendications, il y en a toujours. Et c'est devant le gouvernement que l'on doit les porter. Pas facile de se retrouver, mais cela se comprend quand gouvernement et patronat sont comme cul et chemise. Si nos grands-mères savaient tricoter, gouvernement et patronat savent détricoter. Protection sociale, retraite, services publics, code du travail, etc. Tout. Ils cassent tout. J'ajouterai aussi le rôle des médias pilotés par des patrons de grands groupes financiers. Ceci pour dire à quel point les médias ignorent et ne veulent surtout pas s'étendre sur le sujet des conditions sociales d'une large majorité de notre population, salariés, privés d'emploi et retraités. Alors qui, à part nous, pour parler, pour faire connaître nos revendications, nos exigences, nos propositions pour vivre décemment? On peut en parler de cette vie de retraité. Certains retraités voient leur pouvoir d'achat particulièrement affecté sous l'effet conjugué de mesures sociales et fiscales telles le gel du barème d'imposition sur le revenu de 2010 à 2014 et le récent recul de 6 mois pour la revalorisation des pensions initialement effectuée au 1er janvier, puis au 1er avril et maintenant au 1er octobre. Leur accès aux soins est rendu plus difficile, voire menacé par le recul organisé de l'assurance maladie, l'explosion des coûts des mutuelles et le démantèlement de l'hôpital public. On peut aussi parler du recul des services de proximité, des transports, etc. Je pourrais rappeler les mesures prises par le gouvernement et le patronat, mais je préfère rappeler les demandes des retraités. Un rattrapage immédiat de 300 € par mois pour tous les retraités. La revalorisation des pensions du secteur public et privé au 1er janvier 2014. La revalorisation annuelle des pensions de réversion. Un minimum de retraite égal au SMIC, que la CGT revendique à 1 700 €. Une restauration de l'assurance maladie, la suppression des dépassements d'honoraires, l'instauration immédiate d'une loi prenant en charge l'autonomie des personnes âgées, financée dans le cadre de la sécurité sociale, avec un financement à hauteur des besoins. Le développement des hôpitaux publics et des centres de santé à partir des besoins, l'abrogation des mesures fiscales s'attaquant au pouvoir d'achat des retraités, le retour aux services publics de proximité indispensables à l'ensemble des citoyens, tels les transports, la santé, etc. Tout cela est possible en augmentant le financement des retraites par l'augmentation des salaires et le développement de l'emploi, la suppression des exonérations de cotisations dites patronales et l'instauration d'une modulation de celles-ci dans le cadre des mesures favorisant le développement de l'emploi. Ici, chacun est à même de parler de ses difficultés de mobilisation, que ce soit en tant qu'actif ou retraité. La colère des retraités ne se traduit pas par la mobilisation, par l'action, tant le sentiment d'impuissance est grand, tant la résignation est importante, tant les perspectives politiques semblent bouchées. Pourtant, des actions pour revendiquer de meilleures retraites, il y en a eu. Le 18 mars, le 4 avril, le 1er mai, il y en a ce jour, du 3 juin, rassemblant des milliers de retraités, et il y en aura d'autres. Cela ne peut que nous encourager à aller au contact des retraités sur la base de nos explications,
de nos revendications. Nous avons des outils argumentaires pour nous permettre d'avancer nos explications, nos propositions, pour démontrer qu'il y a de l'argent pour satisfaire nos revendications. Je veux parler, par exemple, du 4 pages sur le coût du capital, des documents de la Fédération et de la Confédération, ou encore de ce qui est débattu lors de nos différents congrès. Sans oublier pour les retraités, mais pas que, des dossiers de vie nouvelle, le bimensuel de l'UCR-CGT, que je trouve personnellement très bien construit et très bien argumenté. La continuité syndicale est une évidence. Patrick, il va falloir clore. Hein. Tant nos besoins restent importants. Ce n'est pas ce que fait bon nombre de nos syndiqués qui arrêtent une fois en retraite. Peut-être le sentiment de ne plus avoir de collectif, de se retrouver livré à soi-même. La retraite, la vie de retraité doivent faire partie de la formation syndicale pour assurer une continuité syndicale. Il faut que je donne la parole à Elisabeth. Donc, merci. Merci. Donc, bonjour, je viens d'une entreprise de l'Alsace du Nord. Donc l'Alsace-Bossu pour les Allemands qui sont là, Skrom Elsass. Donc par rapport à ça, notre entreprise a remis en cause les acquis sociaux qu'on avait. L'année dernière, en 2013, ils ont dénoncé l'usage sur les jours de fractionnement. Il faut quand même préciser que malgré les tracts qu'on a fait, 90% du personnel ont donné. Un peu plus de 3 mois après, il y a eu le don de jours de congé. L'employeur a demandé 10 jours de congé aux salariés. Figurez-vous que 70% du personnel ont donné des jours de congé. C'est malheureux, pitoyable. Donc on est en train de perdre nos acquis, mais personne ne bouge. Quand on dit que, oui, il y a des salariés qui luttent, mais nous, dans l'Alsace, il faut savoir que c'est très difficile de lutter. Hein. Surtout quand on a des syndicats patronaux qui, derrière nous, démantèlent le tout. On dit que les médias dirigent les pensées intellectuelles, mais le plus pitoyable, ce sont les syndicalistes qui aident le patronat à diriger les salariés à perdre leurs acquis. Donc par rapport à ça, j'ai contacté les délégués syndicaux. On a une filiale qui se trouve dans le Creusot, donc on a contacté le délégué syndical du Creusot. J'ai travaillé avec la CFDT parce que malheureusement pour nous, dans le 57, on n'avait pas la CGT qui était impliquée, mais la CFDT était sur la même longueur d'onde que nous, donc on a fait une intersyndicale et grâce à ça, on a interpellé les médias. On est passé, on a fait un FR3, Lorraine nous a contactés. On avait aussi le Républicain Lorrain ainsi que les journaux des dernières nouvelles d'Alsace qui nous ont contactés, qui ont médiatisé tout ça. L'employeur n'a pas du tout apprécié, mais on s'en fout de l'appréciation de l'employeur. Par rapport à ça, on a eu aussi l'Interpro qui nous a aidés parce qu'en ce moment, on va passer au TGI, donc le 16 juin, sur les dons de congés, comme c'est totalement illégal. Nous sommes allés au tribunal de grande instance et par rapport à ça, l'UESTM, l'UD et l'UL de Saverne dont je suis membre, on attaque la direction. Donc le 16 juin, on passera, on ne sait pas ce que ça va donner, on espère que le procureur va nous suivre. Et suite au jour de fractionnement, sur 10 délégués syndicaux, j'étais la seule à ne pas avoir été conviée pour négocier l'accord des fractionnements. Pour moi, il n'y avait aucune utilité d'accord sur les fractionnements, puisque c'est un droit individuel. FO, soi-disant, et aller contacter la direction et à négocier un accord. Quand on fait un accord, logiquement, il est applicable à tout le monde. C'est curieux, moi qui n'ai pas signé les fractionnements, on ne m'a pas retiré mes fractionnements. Donc c'est bien un droit individuel, pas comme certains syndicats et le patronat essaie de faire croire aux salariés qu'ils ont négocié un accord qui n'a strictement servi à rien. Donc comme j'étais la seule déléguée syndicale à ne pas avoir été convoquée sur les jours de fractionnement, je me suis portée en partie civile. On a déposé un dossier, l'USTM, l'Union départementale et l'UL de Saverne. Donc on est en partie civile, j'ai été convoquée, le procureur a donné suite. Au mois de décembre 2013, j'ai été convoquée à la gendarmerie, le DRH de notre groupe a été convoqué au mois de janvier, notre directrice au mois de mars, et puis je persiste et je continue. À un moment donné, il ne faut pas lâcher prise, même si on est des femmes. Même si on est des femmes, c'est sûr que le patronat n'apprécie pas de se faire rentrer dans la gueule par les femmes. C'est plus difficile, je pense. Bon, je veux dire, on se bat quand même depuis 2009, j'en ai pris bien la gueule, mais je persiste et je soutiens les salariés et s'il faut, j'irai jusqu'au bout. Voilà, bon, comme je dis, on est en train de perdre nos acquis sociaux par rapport à ça.
La fédération doit intervenir, je pense, sur le dossier au ministère du Travail par rapport aux dons de congés, parce que ce genre de pratique risque de se répercuter nationalement. Aucun journal de la Méta n'a parlé de ce don de jours de congé, donc j'ai une petite interrogation par rapport à l'importance du sujet. Les acquis sociaux sont attaqués par le capital. On ne peut pas laisser ce genre de pratique sans réaction. Donc, après le 16 juin, on vous donnera des informations par rapport à ça et je pense que la métallurgie devra quand même avoir un impact là-dessus parce que c'est très important. Il est inadmissible que l'on donne des jours de congé au patronat.